Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Alors, bonsoir à tous. On va commencer. Je suis donc Adrien Poulain et voici Kevin Fati. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, nous sommes donc jeunes architectes diplômés de l'école de Paris-Belleville où nous nous trouvons ce soir. Alors bienvenue à cette deuxième conférence du cycle consacré à l'habitat coopératif zurichois. Mardi dernier, nous avons reçu ici même Andreas Hofer et Claudia Thyssen, deux architectes et porteurs de projets coopératifs. Ils nous ont présenté quelques-uns des projets les plus ambitieux de ce nouveau mouvement d'habitat coopératif qui est en train de naître à Zurich. Et ce soir, nous allons parler, il était alors question mardi dernier de mode de vie, d'organisation et de fonctionnement économique. Et ce soir, nous allons parler davantage d'espace et d'architecture, puisque nous recevons des architectes qui ont conçu les projets de la Kalbreite et de Meralswonen, deux des projets les plus emblématiques de ce mouvement zurichois. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu assister à la conférence mardi dernier, nous allons rappeler quelques principes. Donc, l'habitat coopératif n'est ni du logement social, ni de la promotion immobilière. Ce n'est pas non plus l'habitat participatif que l'on connaît actuellement en France. La coopérative d'habitat est un système solidaire où les habitants empruntent ensemble aux banques pour financer la construction d'un immeuble. Ils sont propriétaires collectivement de leur immeuble, mais sont locataires de leur appartement. L'idée n'est donc pas de concevoir son propre logement, mais bien de réfléchir collectivement à comment on veut vivre ensemble avec les autres. C'est-à-dire quels espaces collectifs mettre en avant, quelle organisation constituer, quelles relations entretenir avec ses voisins. À travers la coopérative d'habitants, le logement est identifié comme étant un bien commun et non un produit ou bien économique. La non-spéculation et l'organisation démocratique dans laquelle les personnes disposent d'une voix égale en sont les valeurs essentielles. La grande particularité des coopératives d'habitants, c'est qu'en se passant de promoteurs immobiliers et en remboursant progressivement l'emprunt contracté auprès des banques, elles arrivent à pratiquer des loyers jusqu'à 30% inférieurs à ceux du marché. Donc l'habitat coopératif est très répandu en Suisse depuis le début du XXe siècle. Il l'est plus particulièrement à Zurich, où il représente jusqu'à 25% des logements de la ville. Mais ce soir, nous allons surtout parler des jeunes coopératives zurichoises, celles qui ont permis de réaffirmer les engagements d'un mouvement endormi, celles qui sont en train de poser les bases d'une nouvelle forme d'habitat et même d'un nouveau modèle citoyen. Alors en effet, depuis maintenant 15 ans, ces jeunes coopératives d'habitants testent de nouveaux modes de vie et d'organisation au sein de leurs projets, puisqu'on y trouve par exemple des appartements partagés où se côtoient jeunes et personnes âgées, des services collectifs comme des cafés, des épiceries, des chambres d'hôtes, des ateliers de bricolage, et tout ça à l'intérieur même du bâtiment. Mais il existe aussi des dispositifs écologiques très poussés dans ces projets, voire même des systèmes de mutualisation des objets entre les habitants. Et certaines coopératives vont même jusqu'à mettre en place un fonds solidaire pour permettre de financer les loyers des ménages les plus précaires et qui ne pourraient justement pas accéder à ces coopératives d'habitants, etc. Et en effet, ce qu'on remarque, c'est qu'en adoptant de nouvelles manières de vivre et de financer la construction de logements, ces nouvelles coopératives d'habitants ont fait naître une architecture entièrement nouvelle et extrêmement innovante. Parce que bien loin justement des conventions et des logiques de profit habituelles, elles ont inventé des logements aux espaces ouverts qui permettent la rencontre, les opportunités et les initiatives. En bref, un espace où le possible a de nouveau sa place. Donc ce soir, nous recevons Cornelia Giselle et Pascal Müller qui ont fait le déplacement depuis Zurich. Cornelia Giselle est architecte associée de l'agence Futura Frosch, fondée en 2009 aux côtés de Sabine Frey. Alors, la même année, avec l'agence Duplex Architekten, Futura Frosch est déclarée lauréat du concours pour le projet de Meralswonen devant 24 autres équipes reconnues et expérimentées.
Pascal Müller, après avoir travaillé entre autres aux côtés de Daniel Lipskin et Gigon Aiguillère, en tant que collaborateur, fonde l'agence Müller-Sigritz en 2001. Il est professeur invité de la Haute École spécialisée de Berne depuis 2011. L'agence Müller-Sigritz a réalisé un certain nombre de projets d'habitat coopératif, dont l'étonnant projet de Kalbrette que nous allons voir ce soir. Et ils vont donc chacun nous présenter leur projet et expliquer le processus qui les a amenés à dessiner cette architecture entièrement inédite en Europe. Pascal va démarrer en nous parlant de la Kalbrette, qui est un des projets les plus emblématiques de ces jeunes coopératives zurichoises. Et Cornelia va ensuite enchaîner avec Meereswonen, un quartier coopératif de 1200 habitants, dont elle a conçu notamment le plan directeur et dessiné un des bâtiments les plus surprenants. Cornelia, Pascal, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous laisse maintenant la parole. Merci. Alors, merci bien pour l'invitation. Je suis très honoré d'être en Paris pour présenter notre œuvre, exemplement l'ensemble de Kalbrette. Parce que je ne parle pas très bien le français, j'ai beaucoup d'images et un peu limité les paroles. Notre atelier, il a dit, a été fondé en 2001. Et tous nos commandes sont par des succès des concours. Alors, on est vraiment un bureau, un atelier d'architecture qui a ses commandes par des concours architecture. Et dans nos projets, on pense ou parle, travaille surtout sur l'aspect de l'espace collectif, parce qu'on peut pousser un peu aussi la limite entre le privé et le public ou l'espace collectif. Et ce n'est pas toujours seulement l'extérieur ou l'espace public, mais c'est aussi de pousser les limites entre les différentes fonctions. Par exemple, que ce projet ici, la municipalité, qui a aussi intégré des différentes fonctions. C'est une salle de réunion, aussi des bureaux pour la municipalité, et c'est ça c'est le premier mot, je crois. L'avant-toit qui est intégré dans un seul volume, qui est en même temps le couvercle du marché hebdomadaire qui est chaque semaine un marché local pour des paysans. Parce que c'est assez rural dans cette petite ville qui est 12 minutes avec voiture de Zurich au sud. Ou aussi l'immeuble E de Meereswonen que Cornelia va présenter tout de suite. C'est ici on a pensé d'intégrer l'espace collectif dans les balcons verts qui sont partagés par des logements, parce que ce ne sont pas des balcons privés, ils sont ensemble, ils sont partagés avec des différents logements qui sont derrière de cette structure verte. Un autre sujet, aussi typiquement dans le Kalbrette, on travaille toujours sur une architecture hybride. On pense que l'architecture hybride, c'est vraiment une architecture urbaine parce qu'il y a une mixité des fonctions et on essaye de connecter des choses qui ne sont pas partenaires, ils ne sont pas ensemble, mais on essaye de connecter et de trouver quelque chose de nouveau, une forme nouvelle. Vous avez un très beau exemple à Paris, c'est Harry Sauvage, rue des Amiraux. On aime beaucoup parce qu'avec cette piscine qui est intégrée dans l'énorme volumétrie des logements. On a fait ça, c'est le dernier projet qu'on a fini, c'est à Steinhausen, c'est une demi-heure au sud de Zurich. C'est un centre de commerce qui occupe
tout le rez-de-chaussée et au-dessus, il y a des logements pour des âgés. Parce qu'on a pensé qu'il faut avoir dans la commune aussi des logements pour les plus âgés qui peuvent rester dans le village et rester dans le centre de la ville. Et aussi ici, on a intégré toutes les choses dans un volume et une toiture accessible pour jardin qui est au-dessus la toiture du supermarché. Mais laissez-moi un peu expliquer aussi la situation à Zurich parce que c'est assez spécifique et assez spécial. Vous voyez ici une plan de la ville de Zurich et on voit qu'il y a un quart, presque un quart, ce sont des logements qui sont des coopératives ou des logements des propriétaires qui sont avec un but sans lucratif. Alors, c'est assez grand si on a un quart de tous les logements de la ville de Zurich qui sont... Alors, c'est un partenaire assez important. Et comment c'est possible? C'est aussi une des politiques de la ville de Zurich parce que la ville de Zurich est le plus grand propriétaire du sol. Et celui qui possède le sol peut faire la politique de l'urbanisme. Alors en Zurich, c'est 60% du sol qui est la ville de Zurich est propriétaire. Et ça fait toujours 36% du terrain en bâtir que la ville est le propriétaire. Alors c'est celui-ci qui peut diriger ou faire la stratégie parce qu'il possède le sol, non, le terrain en bâtir. Mais la ville n'est pas toujours aussi le client ou celui qui fait les logements. Normalement, il fait un droit de superficie, alors un droit à bâtir sous les conditions. Et c'est pour ça que les coopératives sont assez forts, parce qu'ils peuvent louer le terrain à bâtir par la ville. Mais il y a des conditions. Il faut payer un loyer annuel pour une certaine période, alors normalement c'est 60 ans ou 90 ans, pour utiliser le sol, le terrain bâtir, pour faire un bâtiment et utiliser le bâtiment. Et c'est quoi, je crois que tu as déjà expliqué un peu, une coopérative, c'est seulement un groupe de personnes qui s'assemblent et qui fait, comment on peut expliquer ça, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est seulement un groupe qui s'assemble et qui fait un terrain à bâtir utilisable avec un bâtiment et loyer les logements pour une certaine augmentation. Pardon, je dois expliquer. Alors, c'est toujours l'augmentation, l'auteur du loyer, c'est calcul par faire le bâtiment et aussi maintenir le running, non? On dit l'utilisation, non? Pour le C. Mais la condition de la ville, il faut avoir un concours d'architecture. Et il faut intégrer un peu aussi un contingent des logements sociaux. Et ça, c'est la différence de tous les autres pays. On pourrait dire que les coopératives, ils ne sont pas des AMS ou ils ne sont pas des logements sociaux parce qu'ils ont un intérêt de lui-même, non? Parce pour les membres de la coopérative. Et l'autre,
condition de la ville, si on veut avoir cette droite de superficie, c'est qu'il faut faire des constructions qui sont durables. Alors pour nous architectes, c'est vraiment un instrument très très important qu'on installe ces concours d'architecture, parce qu'avec ça on peut maintenir la qualité pour l'architecture, et c'est aussi pour les coopératifs, ils peuvent trouver le meilleur projet pour eux-mêmes. Et c'est toujours ensemble avec la ville qu'on fait cette concours d'architecture. Et maintenant pour le projet, l'ensemble de Kalkbreite. Ce projet est au milieu de la ville. Je peux voir ici la situation. Là c'est le lac et ça c'est le gare de la ville, et c'est seulement 10 minutes au milieu de la ville que ça c'est la position de la Kalkbreite. Et c'était pas un terrain à bâtir parce que c'était occupé par des trams. Ils ont garé les trams ici seulement pour la nuit. Pendant le jour, c'était un terrain assez vide. Et c'était un problème pour le quartier parce qu'ils ont dit que c'est pas possible d'avoir un terrain assez grand au milieu de la ville qui n'est pas utilisé parce que c'est seulement pour placer les trams pour la nuit. Et c'est que il y a des personnes qui ont vécu déjà dans des coopératives ici, un peu du nord, et aussi là il y a un coopératif qui ont poussé un peu la ville, si la ville ne veut pas faire quelque chose sur ce terrain, pourquoi il ne fait pas cette droite de superficie sur ce terrain ici. Et cette coopérative s'est nommée coopérative Kalkbreite, et elle a gagné le droit de superficie, le droit à bâtir par rapport à la ville. Ils ont fait ce concours avec beaucoup de discussions entre les membres de la coopérative. Pour le début, c'était seulement une vingtaine de personnes, presque 25 de personnes qui ont organisé et pensé sur la ville et sur ce terrain, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici. Ils ont organisé ce concours en 1109, ouais. Et il était un concours d'architecture qui était ouvert sur tous les bureaux d'architecture internationaux de toute l'Europe. Et nous avons pu gagner ça. Je vais expliquer comment l'idée de notre projet est. Dans le milieu, c'était un des problèmes de trouver une solution, c'était de trouver une place pour les trams. Alors il faudrait intégrer un nouveau dépôt de trams, et pour celui-ci, le client était toujours, pour cette part du projet, c'était toujours le client, la ville de Zurich. Alors il y a une part, c'était un client par la ville, et l'autre part avec l'espace des logements et de commerce, c'était la coopérative elle-même. Vous voyez ici la coupe transversale, comment on a intégré cet dépôt au milieu, et le long de la rue, on a placé l'espace commerce dans les 3 premiers étages, et au-dessus, avec les 5 étages supérieurs, c'était le logement. On a aussi obligé de faire un
place ouverte, un parc, on pourrait dire, pour la ville, qui est accessible pour les voisins. Et ça, on a placé sur la toiture une part qui était environ 2000 mètres carrés. Aussi important, c'était le processus de participation. Alors d'abord, les membres de la coopérative, ils ont évalué le programme, comment on pourrait vivre ensemble ici, combien de logements on pourrait avoir peut-être. Ils ont écrit le programme pour le concours ensemble. Après gagner, on a fait 3 ateliers avec tous les membres. Alors c'était ouvert pour tous les membres de la coopérative. À ce temps-là, on était déjà, je crois, 100 membres, une centaine des membres de la coopérative. On a fait un des ateliers sur la grandeur et l'épaisseur des logements, aussi sur la mixité des logements. Et l'autre, c'était sur l'espace libre. L'espace libre, c'est sur cette cour, mais aussi le long des rues. Et le troisième, c'était sur la façade. Alors on a présenté, on a discuté ensemble, mais faire la décision, c'était pas très démocratique dans la base. C'était toujours une commission qui est de la coopérative. Je crois que c'est assez important aussi pour expliquer un peu comment ça fonctionne de faire une participation. Mais les membres qui ont pensé d'être là, vivre dans la coopérative, ils étaient déjà intégrés dans le processus du développement. Ça, c'était la programmation, c'est un peu abstrait, mais c'était vraiment le dessin qu'ils ont rendu aux architectes. Et ils ont dit, ça, c'est notre programme. Vous voyez ici, ça, c'est la rue. Et le vert, ce sont des commerces. Le bleu, ce sont des bureaux. Et les autres, ce sont des différents logements, différentes formes de logements. Ils ont appelé ça SML-XL. Pour nous, c'était assez difficile de faire quelque chose de ce dessin. Mais ils ont aussi dit qu'il faut penser sur la limite de l'espace. Comment on peut consommer moins de l'espace privé? Vous voyez ici, ils ont pensé que pour la Kalkreite, le but c'était 35 mètres carrés l'espace privé. Il y a vraiment privé dans le logement. Et le moyen à Zurich, c'est maintenant à 42 mètres à carré. Alors, vous voyez comment on peut faire aussi une possibilité de vivre plus dense. C'est pas juste aller en hauteur, mais c'est aussi un peu se réduire dans la consommation de l'espace. Pour arriver à ça, on a dit qu'il faut partager l'espace. Toutes les fonctions qu'on n'a besoin pas tout le temps dans un appartement, il faut réunir et user ensemble. Alors ça, devenir l'espace collectif. Et si chaque logement donne 1 mètre carré, tout à coup, on a 100 mètres carrés d'utiliser ensemble. Alors c'est peut-être l'espace pour travailler. C'est peut-être une chambre pour des visiteurs. Ça, on a exclu dans l'espace privé et on a collecté, et avec ça, on a essayé de faire l'espace collectif. Mais c'est
pas toujours aussi de réduire, d'utiliser moins, c'était aussi d'avoir quelque chose qui est plus, c'est aussi plus que de logement, c'est de rendre un service pour les habitants. Alors il y a une personne comme des années 60, un concierge, un porteur, qui est là, qui est rendre des services pour tous les habitants. Aussi, il fait toute la maintenance et toutes les choses des travail petit dans le complexe. Et il est payé par la coopérative. Ça, ce sont les 3 premiers étages. Ce sont l'espace bureau et commerce. Et c'était aussi pour faire une activité pour le quartier, pour toute la ville. Alors, il y a une grande mixité, il y a des docteurs, il y a des restaurants, il y a un cinéma, toutes les choses qui aussi faire quelque chose pour le quartier. Ça, c'est le plan du rez-de-chaussée. Et vous voyez au milieu cet espace qui est le dépôt et qui divise l'espace bleu qui est l'espace de commerce le long de la rue. Ça, c'était notre solution de relier la rue et la cour intérieure, la cour jardin, qui est sur la toiture du dépôt. Et là, on voit cette cour, avec le finissage, ça c'est maintenant, il y a 3 ans. Ça c'est ce niveau du cours. Vous voyez, on peut voir ça, c'est sur ce niveau-là. C'est un peu étrange que c'est le 2e étage, mais c'est de compter parce que ce ne sont pas des niveaux complets, parce qu'on a aussi des doubles hauteurs dans le rez-de-chaussée et la première. Et là commence aussi la coopérative avec l'espace, c'est une pension, alors comme un bed and breakfast. Ça, ce sont toutes les chambres pour les visiteurs. Et à gauche du foyer, là, on a assemblé toutes des salles de conférence qui ont la fonction pour faire des conférences pour les bureaux, mais aussi le soir, les habitants peuvent utiliser ça pour faire des travaux, pour faire des coworking ou quelque chose. Il y a aussi un peu de logement sur ce niveau, qui est un peu surélevé autour du cours. Et il y a aussi une crèche pour les enfants. Voilà, ici, ce sont vraiment cet espace collectif pour le coopératif. Et là, maintenant, ça c'était notre solution de cette grande mixité des SML XL. Alors ça commence à un espace avec seulement un espace très petit de 17 mètres carrés jusqu'à 250 mètres carrés qui a, je crois, 7 chambres à coucher. Et ça établit cette diversité aussi, les différentes formes pour vivre ensemble. Parce que si on a seulement le 2 ou 3 chambres à coucher, on a toujours la même situation, c'est toujours la petite famille ou le couple. Mais si on a aussi une chambre assez grande ou un logement assez grand, on a vraiment pour des communautés ou pour des coopératives, pour des plus grands groupes de la coopérative.
y a des patchwork-familles, deux familles qui partagent un logement ou des choses comme ça. Pour organiser ça, on a coupé tous les petits appartements par des clusters parce qu'on a voulu éviter d'avoir un très long couloir comme dans un hôtel. Alors on a fait des groupes avec des petites chambres et on a organisé 7 à 10 petites chambres et on a orienté vers le cours une salle de séjour pour eux-mêmes. Et ça fait, on a dit ça, un cluster qui est un groupe de très petits appartements. Et c'est ça ce qui est la forme de loger le plus privé. Parce qu'on a un espace seulement pour lui-même. Ça, c'est l'image du salle de séjour avec une double hauteur. Au-dessus ou au-dessous de cette cluster, on a organisé les grands appartements traversants. Alors, il relie le cours et la rue. Peut-être qu'on peut voir ça plus mieux par cette image ici. On a décidé aussi de faire réduire aussi les matériaux, c'est vraiment très réduit. Alors le béton est laissé cru, on peut voir ça. Tous les murs partage divisants ne sont pas porteuses. Il y a une structure avec comme un cri. Avec des structures porteuses et le seul élément c'est la cuisine en bois et les portes en bois qui fait un peu l'atmosphère pour vivre et pour loger. Avec l'idée du cluster, on a aussi joué un peu parce qu'on a organisé tous ces clusters. On a organisé par des différents niveaux. Alors ça c'est un cluster et ça c'est un cluster. Et tout à coup on a reçu une rue intérieure qu'on a connectée avec un supplément élément avec cet escalier là et on a pu relier toute cette cour sur les différents niveaux. Alors là, ça c'est le foyer qui commence cette rue intérieure et tout à coup il relie toutes les fonctions, tous les espaces qui sont collectifs, mais il relie aussi les clusters, les petits logements individuels avec tous les offres qui sont dans cet bâtiment. C'est vraiment comme Alberti, on aime cette qui a cité parce qu'il a dit que, un peu court, mais il a dit que comme la maison est comme la ville est organisée comme une maison, aussi la ville doit être organisée comme une maison et la maison doit être organisée comme une ville. Et ça, on a essayé de faire dans le Kalkbreite. On voit maintenant, ça c'est ce foyer où à l'entrée et cet escalier jaune signifie le commencement de cette rue intérieure. On voit ça sur le plan. On est ici et on peut connecter dans cette rue à deux côtés de du bâtiment. Ici. Et il connecte tous les... ce sont 7 escaliers de secours qui connectent aussi avec des ascenseurs. Et après, on a aussi décidé de ne pas faire des balcons privés, mais on a activé la toiture. Et sur la toiture, on a fait une cascade extérieure qui fait maintenant une boucle
avec la vue intérieure de tout le complexe. Vous voyez ici sur le toit, vous voyez ici cette boucle qui connecte maintenant tous les espaces collectifs du bâtiment. Ce n'est pas seulement que le complexe ou l'ensemble de Kalkbreite est hybride en notation du programmation, mais c'est aussi une hybride comme structure, parce qu'il y a des parts qui sont en béton, il y a des parts qui sont totalement construites en bois, et toute la façade avec le crépi, et ce sont des éléments de bois, en bois préfabriqués. Alors aussi ça, c'est cette stratégie du hybride, une stratégie structure hybride. Ok, c'est le fin. Et je vais donner la parole à Cornelia pour le projet Meralswonen. Alors, bonsoir mesdames et messieurs, de ma part, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Je suis honorée de vous présenter ce soir le projet Mehr als Wohnen, c'est-à-dire plus que du logement, c'est aussi le titre de ce soir, un des projets de mon agence d'architecture dont je m'occupe depuis 2007, alors ça fait 10 années. Il s'agit d'un projet exceptionnel sur chaque point de vue. Pour vous donner une idée, vous avez déjà écouté, ce sont à peu près 1200 personnes, plus ou moins 400 appartements et à peu près 150 postes de travail. Tout cela réparti dans 13 bâtiments, planifiés par 5 agences d'architecture et une de paysagisme. Alors, Mehr als Wohnen, c'est 3 choses. D'une part, c'est une coopérative avec ce nom. Les maîtres d'ouvrage d'un projet, de son premier projet, que s'appelle Mehr als Wohnen. Et pour le troisième, c'est aussi une idée, un but idéologique pour le projet. Alors, des fois, ça fait des confusions. Mehr als Wohnen, c'est le projet, c'est le maître d'ouvrage et c'est aussi le but. Alors, je ne m'en souviens plus, mais je dois avoir présenté ce projet une vingtaine de fois en public. Mais c'est la première fois que ça ne soit pas en allemand. Alors, je m'excuse et je vous remercie déjà pour votre compréhension. Il se peut que ce ne soit pas toujours très précis ou que ce soit parfois difficile à comprendre. Et pour vous confronter avec la vérité, je vais changer maintenant à l'anglais. Et j'essaierai de répondre vos questions en français à la fin, si vous voulez. Alors, so now when we change to English, I feel a bit more comfortable, I'm sorry. You can see here, again, the map of Zurich. You've seen it with Pascal just before. Can I have it? Kalkbreite is around here.
and now we find each other at the outskirts, at the periphery, and this makes it a totally different project for Zurich, as we got the hills along here and the city centre on this side. This is an area where like 10-15 years ago it felt like really the outskirts of the city. As we had it before, we got this 25% of public utility housing in Zurich. It's a 25% that is very diverse. It's all sorts of political colors and all sorts of social status that is represented, and it's all divided over the whole city map. You can see again the Lake of Zurich, and you can see the borderline of the community. And when our project started in 2007, this was the anniversary of public utility housing in Zurich. So it was a 100 years anniversary, and there was this idea of renewing the movement, or to get it back on a public map, and there was a first competition with the question, how shall we live tomorrow? This means like the first 100 years of public housing in Zurich was this idea of bringing a new social group into town, like after the Industrial Revolution, people who are not farmers and not bourgeois either. But what is the aim in the 21st century? So that was at the beginning of this project. That was this question, how shall we live tomorrow? And for our side, we sort of changed the idea into the question, how shall we live today? As we noticed that these neighborhoods that have been founded in 1907 and later on, nowadays are amongst the most popular neighborhoods in Zurich. So we've been interested in what makes it so high quality, and what makes it so interesting to live in these neighborhoods, and we had the idea that this could be sort of a basic idea or a basic quality that could be transformed in a future structure. Our contribution to this very first competition was a little booklet. We thought that it's not worthwhile to design a project, a fantastic project, but because we thought like the interesting thing is beyond architectural styles to find out about the quality, time and context of housing or neighborhoods where we like to live in an urban area. So we designed this little book. It's about the size of your back pocket of your jeans, and it's the idea that you got some sort of collection of high quality elements, and it's slightly weird actually. We've chosen all sorts of elements like little benches, or like a window, or like a gap between buildings, and collected it to a sort of dictionary where you could find elements of quality. I start here to describe a little bit our position of designing this project even before the real project started, just for making you understand a little bit maybe this context of discussions we got into later. So on this level of book, we tried to approach all aspects of quality that we knew, or that we know from competitions, programs. So it's about financial, ecological, cultural, emotional, functional and optical qualities that we tried to find in each single element, with the idea that these all could be components, or a pool of components that make a project happen in the end. So again, back to the site of Hunziker Areal, that's the name of the site.
And as I said before, it is a site that for Zurich context didn't feel like being urban. I know this is a lot different maybe in Paris or a lot of places in France, but in Zurich this sort of no context is a rather new stuff and a rather new thing to really think to start how urbanism or like neighborhoods, like real urbanistic life could reach also these peripheric areas. So from the very beginning we had this idea to construct a neighborhood and not just another housing estate, because we felt that this idea of connectedness, as Pascal described it, that is so important for city centers, that is so important for living together, for sharing lives, for having some sort of work-life balance, also in the context of housing, makes the difference from sort of standard housing estates towards what we were looking for this anniversary project. We found a constructing site that was very ephemeral, and it has been abandoned by a concrete factory a couple of years earlier, and you can see that there was only the sort of leftover these concrete elements that they actually produced, but also used as a to stabilize the ground. That is very bad construction ground at this area. There even was a little circus, and in the background you can see the chimney of the power plant, like the garbage plant of Zurich. So this area, the name of this area is in the mind of Zurich people, it's the garbage area. And that's where we were starting to do an anniversary project of public housing. So this was really a transformational process to define new landmarks, to start with landmarks that are very negative connotated, and to make it a new image of urban image. So again, you can see the map. This is actually 2009. By today, it has changed a lot. But you can see like the urban fabric starts to grow all over. You can see these areas that used to be villages a couple of years ago. So you got all these village centers, and we find our site in the middle of nowhere between these areas. Like this is urban fabric from the early 20th century, and this is traditional farmers' villages that are grown together to an urban structure. So we had this idea, if we have to make places out of non-places, or if we have to ask a question like Marc Aurélie's word of non-places, what does make the difference in this type of location? So we find each other around here. This is the railway line, and this is the main street towards the garbage plant, towards the television studios, and then towards the highway to Zurich Airport. It was to find a scale for this new urban centre, and it was to find a scale that is very typical Zurich, that could start identification and that people could understand, and on the same time we couldn't take it from the neighbourhood as usually we would study the context, but there was none, or none of high quality that we were interested in. So we found the scale and the measurements within the traditional city. We got on this side an image from the medieval city of Zurich, and we got on this side an image of these early 20th century neighborhoods, and above you got the shape of our site. So you can see that it was not only talking about a neighborhood, it really was more than just a housing estate project, especially for Zurich size.
another important reference in the early design process was this map of Rome from the 18th century, a map that you might know from Giambattista Nolli. And what we thought was so interesting about it was this dense fabric of public spaces that do not make a difference. Either they were streets or squares or even interiors of churches or courtyards. So that these sort of public spaces form a really dense network and lead to all sorts of places, and that they are the opposite towards the private black volumes. And we had this idea of a close relationship between the private hideaways and the public meeting points. So when we started designing, we established a couple of claims, a couple of sentences that were guidelines for all the coming planning process. And at the same time, we decided to start the whole design process from the urbanistic approach and not from the single building. So the first claim was we want to build a neighborhood, not a housing estate, I mentioned before. Second claim, maybe also regarding Giambattista Nolli, was creating scope through density. So we said we have to build very dense, but even if we go dense enough, we will feel the free space in between and make it feel big, because there is also tight moments to have this contrast. And on a third level, there was this idea of having public spaces with working as centers, as meeting points, as a opposite to private hideaways. On this level, we had this idea of mehr als wohnen and more than housing, and we started to think about this more. So how can 1 + 1 be 3? Which tends towards this idea that we always need to have a dialectic process between scope and density, between public and private, between open and closed. And only by using these synergies we can produce more potential. So there was a second book that was a sort of a guideline brochure that we developed in the early design process and then published by the end of the building process. It was accessible to all planners during the planning process, and the idea was not to say that how they have to do, but it was the idea to give them an idea of the common aims that we would like to follow up. There was only 6 guiding rules for this regulatory framework. You've got the rules here in German with an English title. So I'd just like to describe it very shortly, the idea of it. You can see also the logos beside that explain it pretty well. There was a 3-dimensional envelope for every building, every of the 13 buildings. And there was a slightly lower amount of square meters of program that had to be included in these volumes. So there was the possibility of subtraction of the volumes. A third rule was that each building was asked to build out a plinth, a middle part, and a roof. So we didn't say how to, but we said each building needs these parts of proportions. So the fourth point was the allocation of program within the map. I'll show it to you later. Fifth point was the addresses, where to get to the buildings. And sixth point, as we already knew that the means are limited, was how to give priorities and where to have priorities in the project. So if we watch the footprint as a very abstract graphics,
I try to explain some of these ideas to you and describe a little bit the approach of the design process. On the first level, it was about circulation and about connecting the district towards the neighborhood to be part of this, like the railway would be down here and the big street up there, to get it into the network. Second step was to cross-link the neighborhood in a diagonal way through the whole area. And on the third level, we said this is going to be very big blocks. One of these building blocks, they got a measurement of 20, 22, 25 to 35 meters, which is actually a dimension that you would primarily think this is impossible for a housing project. All sorts of challenging ideas behind. The second step for us was to work on the public spaces. That we said, well, we're still not interested in the buildings, we're interested in what the quality of these squares can be. What's their size, what's their proportion, what's their use. There's this main square in the center. There's a square that was meant to be a working place, and there's also public gardens, and like a special case at the best facade was this square to play pool. This was only a vision to describe that this might be more for adult people, while other places might possibly be more for children, and so on. So we really started to characterize these spaces with all sorts of qualities, and we asked the landscape architects to push the process, the design process, and to give us an idea of these squares, because only on this basis there was a context then later for designing the single buildings. You might know it the other way around, and that's also what we did before, that usually the architects design the buildings and then they ask the landscape architects to plant a tree. But in this case, we really pushed hard on them and asked them to design it beforehand, and it was fun for them as well to develop an idea of space without knowing what the neighborhood will be like. We started to think about audience and profiles, so who would be living there, how would they be living, what's the population, and as I said before, it was from the beginning the idea that it must be like a village, that it must be mixed, it must be for young and old people, it must be for rich and poor, and it must be for culturally interested, and it must be for working class, it must be like a normal mixture. Surely this is some sort of abstract idea for a new built area, but also for the client, for the cooperative, this was a guideline up to the end of the renting out the apartments, that they really tried hard to keep it a good level. So when I come to the real project, I'd like to name the people that we're working on. As for the master plan, it was my office, Futura Forge, together with Duplex Architekten and the landscape architect Müller Ilien. And luckily we got one more representative here tonight, Pascal Müller, who was also responsible for 3 buildings on site. So this team of architects started after the competition to work together. We started an ongoing process to develop this project on the level of these sort of main ideas I described, but still very open to what the further process could deliver. And we started this sort of dialogue board that was like 6 months in the early design stage, where we really developed the master plan parallel to the architecture, and met all couple of weeks to discuss learnings and to develop the further process.
maybe this leads to the idea of this 1 + 1 is 3, of this sort of surplus that goes further than the housing program, and it also explains this idea of cooperative, not only on the level of owning the ground, and not only on the level of developing a program, but also on the level of developing an architecture or a vision of town. So when we first started, our first task was how to divide the buildings to the architectural offices. We didn't know actually how this further process would go on. It was an experiment for everybody. And funny enough, this was an international competition amongst 26 offices, and all the winning teams had their offices in a location of about 500 meters in the same neighborhood in Old Zurich. So funny enough, we met people we knew before, even if it was three generations of architects, and the youngest ones, so to say us, had to guide the process and to start it by division for architects. So we were slightly worried that this could be a difficult process, and I'm very happy to say that it was really, for us at least, it was really interesting, and I hope for the other architects too. So we started this process with the idea that if we divide the buildings between the architects, we have to make sure that the process works, even if it doesn't work. So we gave each office some sort of 2 buildings that were directly beside each other, like the siblings, like the twins, we said. And then each office got a third one, like on a slightly different setting. Like this is Müller-Sigrist, and the third, this is Architekturbüro Miroslav Schick, and this is the third. So we really wanted everybody to be involved with the whole area and not just with their own little bit. When it comes to the project then, I can show you here the ground floor. It's a very heterogeneous plan, actually, and it's a heterogeneous plan because of the very big program, a very big variety in program. You got all sorts of different uses. You got a bakery, you got a restaurant, you got a guest house, but there's also little shops around the main square. And only towards the south, towards the park, you'll find housing to a low level, and then the green spaces like the gardens and the parks around on this side. So you can see some sort of idea that the city and the green side are embracing each other. And lucky us, there was the school, which is not part of our project, that has been built by the city of Zurich a couple of years before, like watching out for this neighborhood to develop. And the school nowadays forms really a part of our overall concept, with the park of the school that is very important for our project. When you watch it on a general floor plan, you maybe find out the similarities of the buildings by the same architects. Not all of them are easy to recognize, but just for giving you an example, you can see Miroslav Schick with their sort of similar concepts to the 3 buildings that goes some sort of onion principle. I can't explain you all of the buildings, but I'll show you a little more about House A, which was the prototype in the competition. We developed it together with Duplex, and then Duplex took over for the realization, and I'll show you the sort of twin sibling that was done in our office. We developed all sorts of tools during the planning process to get these architectures together to form a family. I'm talking about siblings and twins, so that means that it's some sort of family in total. And we tried to find out
is a way for communication not only between architect but also between architecture. This is in May 2012, just before we started constructing on site, and you maybe can recognize some of the similarities, that we got this sort of French windows in different buildings. We got this plinth that forms a object over all buildings and elements that can be found in different places. And you can see again this model that I showed you before, that was a working tool for all of us through the whole process. As I said, we're going to watch a building a little closer. This is House R. And you can see the challenge of forming a housing project within these very big blocks. You got all sorts of directly challenging neighborhoods. You got the big square. We got these very dense bits and pieces that make the less dense areas feeling squares. You got special views at certain positions, and this all led to a complex design of the interior that is some sort of similar to the concept of the urbanistic plan. You may recognize this image of blocks and space in between. And this is the basic idea of our architecture. An architecture that is about density and free scope, an architecture that is about privacy and public use, an architecture that leads towards this idea of living together in big groups. So, as for showing you the emblematic floor plan of one of these big apartments, so-called cluster apartment or satellite apartment, as opposed to the clusters that we've seen in Kalkbreite, here we really talk about one unit with one entrance door, and then in addition of private spaces that are rented by either single persons or couples, and then this sort of public space in between, the yellow, that is the kitchen, the dining room, the living room, but it can also be like the office space or a guest room. And these people share together the apartment with the idea of having something between a flat chair and a small apartment. The spatial idea that is behind might be shown with another reference, that is these Scottish tower houses, a typology that consists of very compact bodies and big complexity of space in the interior. And if I go back once again, you might get this idea of this sort of complexity that is within, and the compact body where we end up in the end. Just for giving you an impression how this it looks like, just shortly after moving in 2015, you can see this common kitchen, and you can have this idea of this fluent open space between the private units. And just for illustration, some examples of how to use the common space in between for different types of program. This was the prototype. We had to multiplicate this prototype towards different proportions of buildings, and we also wanted to multiplicate the idea and develop it further. On the same time, the client was still very interested in this
concept of satellite or cluster apartment, but they were also afraid that it might didn't work. So we had like the prototype building with 5 floors of satellite apartments. And when we started with building E, we were asked to deliver a system that started on the other end of the process, that started on the basic of a standard apartment of 100 square meters and show on top how to develop clusters if this might be a success. So that was a challenging process for us then to start this building, the design process. And you can see here again, this is house A. And now we're talking house E. Again, we had this, we wanted to develop further the concept of density and free space. We wanted to develop further the privacy issue within a common living area, because we had this idea that a flat share as a student is very nice and funny, but when you want to develop further this idea of living together, you might need, you've got other requirements. You want different qualities of space, and on a long term you need more offers to how to live together and to keep your privacy as well. So this is the basic plan, and as you can see, maybe there is a different levels of approach to this plan. On one hand side, we decided to have this conceptual idea not only on the level of programming, but also on the level of construction. That we wanted to have a different atmosphere, a different quality of space or of materials within the private spaces. You can see them in red, and as opposed to the public spaces, you can see it in blue. And so in a very early design stage, we decided to have the red ones in massive timber and the blue ones in cast concrete. So that would give us a totally different atmosphere from the first step, even if there was no additional lining later and designing. For giving you an idea of how this looks like, you have this concrete in the world. You've got this sort of urban space that goes into the building. And you can see like the entrance doors and the kitchen window of each apartment within the staircase. So you remember the footpaths, like the circulation map I showed you in the beginning. So that was this idea that public space is maybe not only in the exterior, but public space is also within the building. Second, you enter the apartment, you're still in the sort of blue type of area, you're still in a public area, and but you're within the apartment, and then you can see behind the door here, starting a new atmosphere of the private element or the private hideaway that is in timber and additional quality. When we watched it in map, what we've just seen was the staircase with the courtyards, the kitchen window, and the entrance door. We can see again how the exchange here to the public can work. Then you can see the main living room here. The image was photographed from this side, where you got the living room, and you got this whole potential of the private area with the special hideaway, so that actually could be just a corridor for these 3 sleeping rooms, but as it goes towards the window and it is slightly wider than a regular corridor would be, can work almost like another sleeping room, especially when you think about bigger families living in these apartments, and this really gives you an additional offer for doing homework, for school, for reading, for whatever, doing your hobbies or something, music. You're still in the public part of
apartment, but you're one step behind. And for getting back to the main plan, I'd just like to show you how the apartments are divided. This is like the regular floor plan, where you got like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apartments on the same floor, and only by leaving out these little walls and opening the shaft, like a technical shaft in the kitchen, we end up with 2 cluster apartments, again with a very similar spatial concept as we've seen in House A, with the private unit and the common space in between. Obviously it's slightly different because it's a thought from the other side. It's also slightly different because these units are made for up to 3 persons, so this could be like couples, or it could also be families with a single parent, or different sort of a different viewpoint for the minimal unit. And it was this idea was so successful in the building that we ended up with not having a regular floor plan anymore. Like, it's 5 floors, and each floor really works with a different program, because it was so easy. And during the renting out and during the construction process, there was a different audience that really asked for different types of these big-sized apartments. And as it was the timber structure, as a load-clearing structure, we are totally free how to fill in the rooms within. So on the ground floor, there is a foundation for kids and young adults that divide each cluster in groups of 3 and live together with 9 kids. On the second floor, on the first floor, we got this design here. On the second floor, we got the one here, and on the third floor we got a mixture between a big apartment in this part and smaller apartments here. So, and only recently I've been informed that they moved in a medical doctor, so they could even use the spaces not only for housing but also for other requirements. I'd like to finish with a couple of images that show maybe some of the components that we think are basis for a persisting quality in this area. So we got again the public space and the meeting points. We got the gardens within public space. But we also got the private gardens that are hideaways within the urban fabric. We got this special type of balconies that might be gardens in vertical structure. We got ground floor program that gives a active life to the neighborhood. This is a small atelier. This is like an office, like a single office. This guy, his family lives in the 3rd floor of the building, and he's a agent for technical materials, and works just travels with his clients and works 2 or 3 days a week in the ground floor and can then watch to his children. Or we got this sort of communication that gives the neighborhood a context and identification level. It's a lot about scale, it's a lot about site-specific ideas, and it's also about diversity. On this image you can see 2 buildings by Pool Architects, 1 building by Miroslav Šík, 1 building that's House A by Duplex and us for the prototype, and you can see 1 of the buildings by Müller Sigris, and all together form an urban fabric that is now only 2 years after opening, really very lively and very bustling. And you can see some images from the annual summer party that they held
in the public space. And I would leave you with this final image of a neighborhood as a part of a dense, lively and attractive city. Merci à vous deux pour ces présentations. On va peut-être maintenant passer aux questions du public, s'il y en a. Alors moi, peut-être, pour lancer, je vais vous demander un petit peu à tous les deux, quel a été finalement l'apport des habitants, des coopérateurs dans le processus et dans l'architecture ensuite. À quel moment ils sont intervenus? Vous parliez de commission des habitants. Quel a été le rapport à la participation habitante dans ce projet? Peut-être si on compare les deux, c'est totalement différent parce que dans le Kalkbreite, on a vraiment, par le commencement, on a commencé à discuter avec les membres de la coopérative. Ici, c'est un coopératif, le plus que logement, mais qui est une commission des architectes et des professionnels. Et ils ont décidé avec les 4 bureaux d'architecture qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, c'était, les habitants étaient arrivés plus tard dans ce projet-là. Oui, c'est peut-être la différence que ici, ça se traite de ce projet d'anniversaire. Alors, il y avait l'idée que toutes les coopératives de Zurich soient représentées avec ces idées. Et c'est aussi un projet, une opportunité pour les coopératives pour expérimenter des choses qu'ils ne savent pas faire eux-mêmes. Alors ici, c'était plutôt un contexte professionnel qu'on a commencé et peu à peu, les habitants sont venus sur place et vous voyez que maintenant, c'est les habitants qui prennent la conception et c'est aussi avec les paysagistes, ils continuent la formation. Alors ça a changé pendant le processus. Il y a des questions? Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question pour Mehrheitswohnen sur les bâtiments qui sont des bâtiments très très épais. Et je voulais savoir si vous aviez une idée de l'efficacité énergétique de ces bâtiments et en particulier de leur efficacité énergétique réelle aujourd'hui. Voilà, si vous voulez, peut-être je pose la question en anglais. Peut-être vous répétez en anglais. C'est It's about Mehrheitswohnen and the buildings. The buildings look extremely big, and I wanted to know if these sort of big buildings were more energy efficient, and if you had any results about the energy efficiency, and also about the 2001 society. Ok, j'essaie de répondre. L'idée totale est l'idée de 2000 watts. Peut-être vous connaissez cette idée que chaque personne n'utilise que 2000 watts. Alors c'est une idée de réduction d'énergie sur chaque niveau. C'est pas seulement sur les bâtiments, mais aussi sur le mode de vivre. Alors c'est aussi, on a beaucoup moins de parking que de normal. Il y a plein de choses sur ça. Et c'était aussi un expériment. Les 13 bâtiments ont des différents concepts techniques. On voulait essayer et comparer les possibilités. Pour commencer, la chose plus importante était les bâtiments compacts. Ces proportions, c'est à peu près cubique
c'est le plus compact que vous pouvez construire. Alors c'est une base que permettait aussi des constructions spéciales que normalement ne fonctionnent pas avec l'idée de 2000 watts. Alors il y a un bâtiment en béton massif et toutes ces idées-là. Justement, il y a quelques mois, j'ai vu la première analyse sur les vraies conditions maintenant. Et c'est intéressant de voir que les bâtiments plus expérimentaux ont pour maintenant, ont une balance meilleure que ceux qui sont construites sous les principaux techniques qu'on utilise normalement. Alors, cette idée avec la ventilation mécanique, que c'est une des idées pour sauver l'énergie, on voyait que les calculations n'ont pas été réalisées encore. Peut-être ça vient avec une meilleure utilisation, mais quand même, c'est intéressant à voir que les calculations d'énergie, beaucoup de fois, ne font pas la réalité. Oui, c'est ça? En fait, je me posais la question de tout ce qui était réglementaire. Parce qu'en France, on a des normes qui sont assez lourdes dans la construction, que ce soit incendie, réglementation handicapée, etc. Dans les images qu'on a vues, il y a plein de choses, je me suis dit, avec la réglementation en France, on ne pourrait pas l'appliquer. Je me demandais si, alors d'une part, s'il y avait des grosses différences entre chez vous et chez nous, et si le concept, enfin, le principe de coopérative permettait peut-être autoriser certaines choses en termes de construction et de conception, du fait que ce sont où les futurs habitants participent à la conception, des privés. Ouais, mais c'est pas correct. Ce sont les mêmes règles, mais les règles sont différentes de pays d'un pays. Non? Mais on ne peut pas éviter les règles si on construit pour les coopératives. Ce sont les mêmes règles. Ouais. Quand même, il y a plein de choses, comme vous voyez, qu'on a développées ensemble avec la ville de Zurich. J'ai l'idée que c'était pareil chez Kalkbreite, où il y avait des cas qu'on n'a pas trouvés avant. Il y a des questions que jamais personne ne s'y a pensé avant. Alors, on a essayé de développer aussi des solutions et comme les coopératives représentent une grande quantité à Zurich, ça ne fait pas des règles différentes, mais ça fait jusqu'à un certain point, ça fait l'intérêt plus grand d'aider ou de trouver des solutions. Par exemple, pour l'idée de ces appartements de satellites, c'était une très grande discussion de définition du feu, comment faire pour oui, et à chaque point, on parle d'un appartement et à chaque
et à quel point on parle de l'escalier. C'était important pour la discussion et c'était pas du tout facile de recevoir le permis. Mais je pense que c'est un des buts de ce projet de développer des conceptions, de construire les idées et d'avoir une base pour futurs projets. Bonjour. D'abord, j'aime beaucoup cette idée de partager des espaces entre des habitants. C'est une mutualisation entre eux. Mais j'ai deux questions. Premier, c'est comment les habitants gèrent les espaces publics, les espaces partagés, par exemple la propreté, honnêteté, etc. Et question 2, c'est quels sont des types de personnes qui habitent ensemble, quelles sont leurs professions ou âges, etc. Oui, alors dans le Tauprakt, c'est vraiment un système qui est... On essaye d'utiliser toujours l'espace. Alors, c'est une fois, c'est l'habitant qui peut utiliser l'espace commun, collectif, mais c'est aussi un citoyen qui peut, par Internet, il peut réserver par exemple une salle de conférence ou la cafétéria, mais où c'est un bureau ou quelqu'un qui travaille dans le complexe, il peut aussi, via Internet, il peut faire une réservation. Alors c'est toujours les trois qui peuvent, ce sont les bureaux qui peuvent utiliser cet espace, ce sont les commerces qui peuvent, mais c'est aussi l'habitant qui peut utiliser ça. Chez Meralswohnen, il y a deux types d'espaces communs. Il y a le type d'espace commun dans l'appartement. Et alors, c'est de 6 à 9 personnes à louer l'appartement et ils discutent entre eux. C'est tout à fait privé entre la groupe des gens qui vivent dans ce appartement. Et puis il y a l'autre type d'espace public que sont surtout des espaces au rez-de-chaussée qui sont publics pour les gens qui vivent et travaillent sur le site. Et c'est pareil comme chez Kalkbreite qu'on peut réserver pour, je ne sais pas, l'anniversaire des enfants, ou bien pour une conférence, ou bien pour un concert, ou je ne sais pas quoi. Ça commence avec un demi-jour, et le maximum, je ne sais pas, mais je crois que c'est 2 jours, un week-end. Et après, ce sont les gens qui louent cet appartement ensemble. Est-ce qu'ils sont plutôt jeunes ou Alors, dans le process, on avait l'idée que ça doit être pour tout le monde, que ça doit être qu'on voulait attracter des différents groupes pour vivre ensemble. Et pour ça, il y a différents appartements avec des plus petites unités privées ou plus grandes unités privées, comme j'ai montré. Et seulement dans le processus, on s'est trouvé difficile avec les gens du 3e âge, on dirait, pour les gens qui ne sont pas habitués de vivre ensemble. Alors, c'était facile de trouver un groupe de 20 à 50 années, mais c'était difficile de trouver ceux en plus parce qu'ils ne se trouvaient pas. C'était nécessaire de former un groupe de 8 personnes, un groupe de 6 personnes. Alors, il faudrait se trouver. Alors, on a commencé
de faire des événements, surtout avec cet objectif de faire rencontre personnes intéressées parce qu'elles ne se connaissaient pas avant. Alors c'était un processus et maintenant ça commence de mescler, mais pour la première fois c'était difficile de vraiment avoir des groupes différents. Merci. Merci. Une autre question. Dans Kalkbreite, on voit des toitures très utilisées avec un jardin, toute une circulation. Et par contre, dans Meralswonen, je voulais savoir, qu'est-ce qu'il y a sur les toitures? Photovoltaïque. Sur toutes les toitures? Les cellules photovoltaïques, plutôt. Et ça produit pour l'ensemble des bâtiments ou oui, pour chaque bâtiment séparément? Non, ça produit pour l'ensemble. D'accord. Et ça produit assez. Je ne me souviens plus le pourcentage, mais c'est assez. Et ça faisait partie du programme et de l'urbanisme dès le départ? Eh bien, c'est partie du programme de Meralswonen, du client. C'est aussi partie un petit peu de la ville de Zurich, parce que c'est le site, c'est le même cas que Kalkbreite, que la coopérative loue le site chez la ville. Alors ils ont fait quelques conditions. Et on avait discuté assez, et il y a un toit qui est public, il y a une sauna sur un des bâtiments. Merci beaucoup. Après, pour te répondre, sur la première conférence, en fait, il y a la partie très technique qui a été analysée. Et du coup, il y a une vidéo qui sera faite de cette première conférence où tu auras peut-être plus de réponses sur ces aspects-là. Effectivement, voilà. Oui, bonsoir. C'était pour savoir, parce que c'était pas donné vraiment la réponse sur les origines sociaux des gens qui arrivent à habiter dans les deux projets. Et pour savoir aussi, plus que de l'architecture, c'était super intéressant ça, mais comment les gens postulent, comment les gens arrivent à habiter là-bas? Il y a des listes pour entrer à la coopérative, comme dans les systèmes de logements sociaux en France, ou c'est différent? Et les gens ils font part de la coopérative ou ils sont que locataires? Alors, peut-être. Oui, parce que je suis vraiment désolé parce que j'ai perdu un peu mon fil d'expliquer dans ce point-là, non? Parce que c'est un groupe de personnes, un minimum de 6 personnes, qui peut être comme un groupe et construire ensemble un logement. Et qui ont fait ça, et le but c'est de faire des logements sans but lucratif. Et il est en même temps, après cette groupe loue à ses membres ce logement. Alors on est en même temps, on est loué, on loue, mais on est un peu un copropriétaire parce qu'on est un membre de cette groupe, de cette coopérative. Et en théorie, ça peut être tout le monde, en théorie. Oui, il faut dire que les coopératives, ils ont des systèmes différents. Il y a chaque coopérative met son organisation, comment faire. Chez Meralswonen, comme c'était 400 appartements à une fois, c'était le marché libre, alors on lançait et tout le monde se pouvait inscrire et se pouvait intéresser pour un appartement. Après, on devrait faire une application et on a décidé sur ce dossier qui pourrait louer un appartement. Mais c'était le marché libre. Tout
à fait. Il y a des autres cas avec des coopératives qui existent pour 50 ou je ne sais pas, plus années, qui ont des systèmes différents où on doit être membre avant et on peut seulement appliquer si on est membre. Il y a tout système là. Ouais. Mais le problème, c'est toujours de commencer. Non? Le projet numéro 1, ça c'est difficile parce qu'on ne reçoit pas un crédit à la banque parce qu'on n'a rien à offrir. C'est toujours de commencer, ça c'est la difficulté. Et par rapport à Karlsruhe, c'est un financement, un crédit par la ville pour commencer, pour pousser ce projet. J'ai une question qui est assez proche de la précédente, sur plutôt la mixité sociale. C'est-à-dire, j'imagine, vous parlez du libre marché, donc j'imagine que c'était ouvert à plusieurs classes sociales en plus des différentes classes d'âge. Donc ma question, c'est plutôt sur le temps. Comment vous assurez une continuité de la mixité sociale et comment vous prévenez la gentrification de ce type d'habitat? J'imagine qu'il y a pas mal d'exemples qui sont devenus très gentrifiés par la suite. Et qui, du coup, sont des systèmes financiers peut-être pas mis en place par vous, mais qui sont utilisés dans les coopératives pour prévenir ce genre de choses. Alors, vous posez une question importante et je pense que cette discussion n'est jamais finie, surtout sur la gentrification. Mais quand même, il y a quelques concepts qui aident. Et une chose qui est très importante, je crois, que c'est la plupart des coopératives, ils ont des régulatifs sur combien de personnes sont nécessaires pour l'appartement. Et normalement, c'est la quantité des habitations moins 1. Pour chaque chambre, il besoin un minimum d'une personne. Alors si on a un appartement à 3 chambres, ce sont 3 personnes. Mais il y a 3 chambres à dormir, plus 3 chambres à dormir, plus le living, c'est 4. Bon, alors. C'est comme 3 bedrooms. C'est une des idées plus importantes que ce n'est pas les appartements plus grands sont pour des familles et les personnes singulières ne peuvent pas louer un appartement de 100 mètres carrés, par exemple. Alors, ça aide le changement. Mais en même temps, chez Meereswohnen, il y avait le problème qu'on avait trop de familles. C'était la conception. On a pensé que ça va être plus ou moins 1000 personnes. Et dans le process de louer, il y avait un point quand on s'est dit qu'on ne pourrait plus accepter les familles parce qu'il y avait trop d'enfants. Et c'était un problème pour l'école à côté. Et c'était aussi un problème pour le futur quand il y a toute une génération d'enfants qui sont allés à vivre à Meereswohnen 2015 à l'âge de 1 à 5 années. Alors 15 années plus tard, ça va être une quantité incroyable de teenagers. Alors on s'est rendu compte qu'on devait changer le système d'élection des applications, par exemple. C'est aussi un système assuré qu'on n'a pas un ghetto ou comme sorte de banlieue, parce que c'est toujours seulement 1% ou 2% des logements qui sont des logements sociaux. Et la coopérative eux-mêmes, en la temps de construction, ce ne sont pas vraiment des appartements assez chers, ils sont assez chers. Mais parce
qu'il n'y a pas le but spéculatif, il reste au niveau et il n'augmente pas, non? Alors à 10 ans, c'est un appartement qui n'est pas cher. Oui, c'est très important, c'est 13 ans quand on commence, c'est assez cher et après quelques années, ça change beaucoup. Faut un peu de force. Une question plus terre à terre. Vous êtes architecte, vous avez une pratique ailleurs, donc vous avez, j'imagine, construit d'autres bâtiments pour des promoteurs, peut-être, pour du logement social, pour, je sais pas, pour d'autres types de logements, mais dans un autre contexte. Et comment se situe le coût de construction de ces opérations, le coût de construction, le price per square meter, de ces bâtiments? Est-ce qu'ils sont au même prix que pour le privé et au même prix que pour le logement social, ou est-ce qu'ils sont réellement aussi moins chers à construire? Oui, c'est aussi une question très difficile. Pour dire parce qu'il y a pour la coopérative, le but c'est différent, non? Si on est un client qui est investisseur, non, ou un investisseur, il veut avoir un logement qui est capable maintenant sur le marché et il peut, pour une groupe de personnes qui sait ce qu'il est, et il veut faire vendre ça très vite, non? Mais il ne pense pas pour le futur. La coopérative pense différent. Elle pense comment est la qualité de mon appartement à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, parce qu'il est toujours le propriétaire. Alors c'est un totalement différent but. Et heureusement, ils ne sont pas plus chers. C'est la différence, non? Et parce que normalement, il n'y a pas le but spéculatif et normalement, ils n'ont pas le prix du marché du terrain à bâtir, c'est moins cher. Mais la construction est pas moins chère. Peut-être c'est encore un petit plus parce qu'ils pensent pour le futur. Je vous rappelle simplement, si vous voulez en savoir plus justement sur le fonctionnement des coopératives d'habitants, leur montage, leur architecture, je vous propose la lecture de mon livre qui paraît cette semaine en avant-première, et donc vous pourrez vous procurer un exemplaire auprès de la librairie Volume ici présente ce soir. J'ai particulièrement travaillé sur la coopérative de Kraverkrein, qui est une des coopératives pionnières et aussi très emblématique de ce mouvement des coopératives zurichoises. Et donc voilà, et de manière plus générale, il est question du modèle de l'habitat coopératif et de sa possibilité d'importation en France. Je tiens à remercier du coup nos intervenants ce soir d'avoir tenu la longueur, là, on a un peu dépassé le temps. J'espère que vos questions, ou en tout cas ce que vous aviez envisagé en termes de réponse, voilà, a été plutôt satisfaisant pour vous. Je tiens à vous préciser que une troisième conférence se tient jeudi prochain, qui sera la dernière conférence du cycle, et qui portera plutôt sur le contexte français et dans quelle mesure ce qu'on a vu donc ce soir est envisageable en France ou pas. Donc on verra ça la semaine prochaine aux côtés de Anne Dorazio, de Pete Kirkham et de Cyril Royer. Je vous remercie de votre participation et de votre écoute.